Bonjour à tous, chers amis de la côte ouest des États-Unis. J'ai le plaisir de vous entretenir aujourd'hui de l'actualité de votre pays de référence. J'ai le plaisir donc de vous parler de l'actualité en France, peut-être de façon un petit peu plus subjective que la simple transmission d'informations, avec les préoccupations qui sont les miennes pour ce qui concerne le pays dans lequel je vis. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Bruno Modica. Je suis l'un des animateurs de l'association des professeurs d'histoire et de géographie qui s'appelle les Clionotes et qui compte de nombreux adhérents expatriés. Je m'adresse évidemment à eux pour leur faire un salut amical. Mais je m'adresse surtout à vous par l'intermédiaire de nos amis de l'Alliance française, de la côte ouest des États-Unis, qui m'ont permis de démarrer cette série de podcasts que vous pourrez écouter tranquillement à l'heure que vous voudrez. C'est l'avantage, on pourrait dire, c'est un des avantages principaux de la crise sanitaire qui a amené une masse de gens à utiliser de façon particulièrement efficace les supports de visioconférence. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe. Vous entendez peut-être en arrière-fond les notifications des informations que je reçois de façon massive en ce moment. Alors j'ai envie d'aborder, et c'est une première tentative, on va dire que c'est un banc d'essai, j'ai envie d'aborder avec vous, excusez-moi, il y a un petit souci, j'arrête la vidéo et je la relance, voilà, un petit souci technique visiblement de transmission en ce moment. C'est une première ébauche de ce que nous pourrions faire ensemble et bien entendu, nous essaierons de rendre cela interactif par les différents moyens techniques que nous mettrons en œuvre à ce moment-là. La société française a connu depuis quelques années des mutations profondes. Des mutations pour ce qui concerne la perception que les Français ont de leur propre pays. C'était un Britannique qui disait à propos de la France, « heureux comme Dieu en France ». Et c'est vrai que ce pays qui est considéré, en tout cas à l'étranger, et notamment aux États-Unis, comme le pays du bien vivre, comme le pays d'un certain art de vivre, est un pays dans lequel ses habitants ont plutôt le sentiment d'être malheureux, d'être déclassés. Un sociologue avait parlé à propos de la France de Français qui se sentent mal dans un pays qui va bien. Je ne suis pas loin de partager ce point de vue. Simplement, je vous amène à réfléchir à ce qui s'est produit depuis le mois de mars 2020, cela fait plus d'un an maintenant, lorsqu'il y a eu la crise sanitaire, la crise du Covid, qui a été gérée de façon assez différente aux États-Unis. Lorsque cette crise nous est tombée dessus, au sens premier du terme, les Français se sont adaptés, mais l'image qui en était donnée était que la population française réagissait très mal à ce confinement, que la population française rencontrait des difficultés, que la population française avait le sentiment du déclin, que la France gérait mal cette pandémie. La réalité nous amène à penser le contraire. Aujourd'hui, je parle de ce mois de juin 2021. La France a atteint une vitesse de croisière en matière de vaccination.
Les structures hospitalières ne sont plus débordées comme elles ont pu l'être pendant un temps. Et aujourd'hui, la vraie question, celle qui en tout cas occupe les médias, les chaînes d'information en continu, c'est plutôt l'ouverture des terrasses, c'est la question des vacances. Là aussi, je crois que nous avons un miroir déformé de notre actualité. Donc, si je prends aujourd'hui, pour démarrer cette rencontre, la perception que l'on peut avoir de la crise sanitaire, qui n'est certes pas terminée, puisqu'on assiste aujourd'hui à l'apparition du fameux variant Delta, c'est le terme que l'on a utilisé pour ne pas aborder le terme de variant indien, pour éviter peut-être de stigmatiser un pays. L'apparition de ce variant Delta, à propos duquel on peut tout dire et dire des choses bien souvent inexactes, elle doit nous inciter à la prudence. Nous sommes bien d'accord. Elle incite forcément les pouvoirs publics, le gouvernement, le ministre de la Santé, à prendre des mesures de levée partielle des restrictions d'ordre sanitaire qui ont touché la France pendant toute la période de la pandémie. Alors évidemment, les chaînes d'information en continu, en particulier les médias en général, n'ont pas comme habitude de parler des trains qui arrivent à l'heure, mais plutôt des trains qui arrivent en retard. Et bien entendu, c'est devenu maintenant rituel. Tous les soirs, on montre des images d'intervention des forces de l'ordre qui viennent disperser des groupes de jeunes qui font la fête sur une esplanade que le monde entier connaît, l'esplanade des Invalides, dont l'origine était, sous le règne de Louis XIV, d'accueillir les soldats blessés. C'est aujourd'hui le siège de l'autorité militaire, avec notamment, en dehors de la fonction hospitalière, l'école de guerre, dans laquelle j'ai été amené au passage à avoir quelques contacts et à mener quelques interventions. Donc, rassemblement de jeunes sur l'esplanade des Invalides, un certain nombre de remises en cause des mesures sanitaires, le non-respect de gestes barrières. Excusez-moi, il y a encore un petit souci, j'arrête la vidéo et je la relance. Voilà. Donc, toutes ces tensions sont finalement assez mineures. Mais ce qui est paradoxal, c'est que cela prend des proportions extrêmement importantes, encore une fois, à travers le miroir déformant de ces médias, de ces chaînes d'information en continu. La question qui se pose aujourd'hui dans notre pays, et ça sera peut-être le fil conducteur de nos futures rencontres, c'est encore une fois cette perception que les Français ont d'eux-mêmes ces difficultés qu'ils rencontrent et qui leur apparaissent comme totalement insurmontables. Cela peut surprendre. Cela peut surprendre et en même temps, je crois que je vais arrêter la vidéo, ce sera plus simple. Cela est en même temps tout à fait significatif. Les Français vont mal dans un pays qui va bien. Parce que lorsque l'on fait le bilan de la crise sanitaire, il faut savoir que le gouvernement français a été capable de nationaliser, au sens premier du terme, le paiement des salaires pour tous les travailleurs qui étaient concernés par l'arrêt
des activités économiques. C'est un exemple probablement unique au monde. Il n'y a pas de pays au monde qui ait été capable de mettre en place des mesures de ce type. C'est un choix politique, c'est un choix qui correspond au modèle social français. Et au final, bien entendu, s'il y a eu des difficultés économiques pour les populations les plus modestes, globalement, et les chiffres le montrent, la consommation a continué à se poursuivre. L'épargne des Français pendant cette période où ils ont été limités dans leur consommation n'a cessé d'augmenter. Et aujourd'hui, la question se pose, elle est de savoir comment utiliser cette épargne et comment l'injecter dans l'économie. Le système éducatif a plus ou moins fonctionné. Les autorités politiques ont fait le choix de maintenir la scolarité, coûte que coûte, avec parfois d'ailleurs des difficultés graves au niveau local, concernant notamment l'enseignement à distance. Mais au final, il y a eu une capacité de résilience, de résister aux difficultés conjoncturelles, et en même temps, encore une fois, ces difficultés ont été très largement grossies avec des comportements qui peuvent faire sourire les ruées vers les rayons de supermarché pour acheter des pâtes ou du papier hygiénique, les difficultés pour recevoir des masques de protection au début de la pandémie, les balbutiements des campagnes vaccinales avec ces doses de vaccins qui n'arrivaient pas, puis ces doses de vaccins qui arrivent en masse, puis ce vaccin dont on veut, si je parle d'AstraZeneca, et ce vaccin dont on ne veut plus. Bref, il y a eu, comme dans tous les pays du monde, je pense, une forme de surestimation des difficultés, de difficulté à s'adapter à quelque chose qui était effectivement nouveau. Voilà un petit peu la première remarque que je pourrais faire à propos de cette pandémie. La deuxième remarque que j'aimerais faire, elle concerne l'irruption depuis cette semaine, c'est un phénomène relativement récent, de la violence en politique. En début de semaine, le président de la République française a été giflé. Alors, cela peut surprendre que l'on fasse, surtout lorsqu'on s'adresse à des interlocuteurs qui vivent dans un pays où des présidents ont été victimes de tentatives et aussi d'actions réalisées d'assassinat. Il y en a eu aussi en France au début du XXe siècle. On parle d'une gifle qui a été portée sur le visage du président. C'est un phénomène qui n'est pas aussi exceptionnel que cela. Plusieurs présidents de la République ont pu être, à l'occasion de contacts avec la population, ce que l'on appelle les bains de foule, pris à partie, bousculés, insultés. Le fait de gifler quelqu'un est évidemment un acte particulier parce qu'il signifie une sorte de correction qui traduit une certaine dose de mépris. Alors, acte isolé, certainement. La personne, d'ailleurs, qui a commis cet acte a été présentée à la justice en comparution immédiate et condamnée au bout de 3 jours à 18 mois de prison avec sursis, mais 4 mois de prison ferme et une privation des droits civiques, civils et politiques pendant 3 ans. Ce qui peut apparaître comme une peine relativement lourde, mais on ne commentera pas une décision de justice, en tout cas dans ce cadre-là. Ce qui est surtout significatif, c'est que cette même semaine, 2 personnalités politiques de premier plan, une personnalité politique proche du gouvernement, je parle de François de Rugy, qui a été président de l'Assemblée nationale, je parle d'un opposant au gouvernement, Jean-Luc Mélenchon, je parle de Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Ces personnalités ont été prises à partie
ce qui peut surprendre, mais qui peut s'expliquer aussi. Le choix des personnalités politiques en France, je pense que c'est le général de Gaulle qui a créé cette façon de faire et d'aller au contact de la population, avec évidemment tous les risques que cela peut représenter. Pour avoir vu arriver, c'était au siège de l'OTAN, Ronald Reagan, le président des États-Unis. Il est vrai que c'était peu après l'attentat dont il avait été l'objet. Quand on voit le dispositif de sécurité qui entoure le président des États-Unis, on imagine assez mal les bains de foule à la française tels que nous pouvons les voir dans le pays. Mais ce que cela traduit, c'est surtout ce désenchantement de la vie politique, ce rejet du politique qui affecte notre pays. On a souvent dit que les Français étaient passionnés par la politique. Et il est vrai que jusqu'à une période assez récente, nous avions un score de participation aux élections qui était absolument considérable. Je me souviens encore, en 1975, en novembre, de l'élection de Jimmy Carter, qui avait été élu avec un taux de participation inférieur à 50%. Et on parle du président des États-Unis, on parle d'une élection présidentielle, donc d'une élection majeure. La France est en train de se rapprocher de ce modèle. Les élections suscitent de moins en moins d'intérêt. Les grandes émissions politiques qui faisaient la spécificité de la télévision française, qui étaient de grands rendez-vous politiques, je pense à l'heure de vérité, ou plus pour les plus anciens, à Cartes sur table, ne font pas des audiences extraordinaires. Même les allocutions du président de la République n'ont pas une audience tout à fait considérable, même si des informations majeures sont données. Alors on peut l'interpréter de deux façons. Peut-être que trop de politique tue la politique et qu'il y a une lassitude de la population, surtout dans un contexte où la population a le sentiment que les choses ne changent pas, que par-delà les alternances politiques entre droite et gauche, ce n'est pas la même chose que démocrates et républicains, même si on pourrait faire quelques parallèles. Les Français ont le sentiment que depuis l'alternance politique, qui a commencé il y a très exactement 40 ans, c'était en 1981, la gauche française accédait pour la première fois depuis 23 ans aux responsabilités gouvernementales, eh bien, depuis ces 40 ans, il n'y a pas eu véritablement de rupture, il n'y a pas eu véritablement de changement, mais il y a eu surtout des alternances. C'est-à-dire qu'après avoir élu un président de la République, en qui la population, du moins ceux qui ont voté pour lui, ont porté tous leurs espoirs, l'élection suivante, on va choisir une autre famille politique. Et la fois d'après, eh bien, on retournera au statu quo antérieur. Bref, cela entretient une forme de désenchantement du politique. Le sentiment que le bulletin de vote ne sert plus à grand-chose. Et cela fait passer cette petite musique qui peut être considérée comme dangereuse pour nos institutions démocratiques, que c'est une action concrète sur le terrain, qui peut être violente, qui peut changer les choses. J'aimerais faire le parallèle entre ce qui a pu se passer au Capitole après l'élection de Joe Biden et un mouvement qui a duré pendant 1 an en France, le mouvement des Gilets jaunes,
qui était un mouvement protestataire, un mouvement de protestation assez confus, certes, mais qui exigeait surtout un changement, la définition de ce changement étant d'ailleurs assez floue. C'était assez confus, c'était très dispersé, mais au final, c'était la volonté que les choses bougent. Cela a été relayé d'un samedi sur l'autre par les chaînes d'information en continu qui, à la fois, rendaient compte de l'événement, mais en même temps contribuaient à le créer. Et là-dessus, ça fera partie des questions sur lesquelles nous aurons peut-être à revenir dans un prochain rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous avons cette tendance à considérer que l'action spectaculaire, violente parfois, ou en tout cas avec une violence symbolique, les deux personnalités politiques dont j'ai parlé tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon et François de Rugy, ont été recouverts de farine. Mais cela traduit surtout un rejet méprisant, en considérant que finalement, le message que ces personnalités ont envie de faire passer et qui proposent une vision de la société ne sert à rien et qu'il peut être traité par le mépris. Donc, mon analyse sur ce point, elle est liée à ce que j'appellerais une fragmentation de la société française. Encore une fois, nous avons un pays, comme d'autres, ce n'est pas le seul, qui globalement fonctionne, dans lequel les services publics, qu'on le veuille ou non, sont efficaces. Alors évidemment, rien n'est parfait, nous sommes bien d'accord. Mais nos services publics, plusieurs de nos amis qui sont dans le monde nous les envient. Le service public de la santé, le service public de l'éducation et d'autres. Les Français, encore une fois, ont le sentiment d'aller mal dans un pays qui globalement va bien. Je terminerai mon propos en disant quelques mots. Ce pays dans lequel on a le sentiment que rien ne va, ce pays dans lequel on explique que l'économie est en crise permanente, ce n'est pas vrai. Ce pays dans lequel les difficultés s'accumulent est quand même le pays qui, cette semaine, est le recordman en Europe des investissements étrangers. Et là, on se pose des questions. Pourquoi diable les entreprises étrangères, qui peuvent s'implanter dans tous les endroits du monde, privilégient-elles la France comme pays d'investissement? Peut-être que la qualité de notre formation, qui n'est pas si mauvaise que cela. Peut-être que la qualité de nos infrastructures, qui sont plutôt en bon état. Peut-être que la qualité de nos services publics de façon générale les incite à faire le choix de la France. Donc, si tout est perfectible, si la situation n'est pas aussi favorable que celle que l'on pourrait espérer, eh bien, il faudra peut-être se poser la question de savoir ce que les Français peuvent faire eux-mêmes. Et là-dessus, j'y reviendrai certainement, nous tombons sur un travers très français, qui est d'attendre que tout vienne du haut. On vote pour un président dans lequel on va mettre tous nos espoirs. Et puis finalement, quand ces espoirs ne sont pas réalisés, forcément, on va changer d'orientation et passer à autre chose. Et on sera également déçu. Peut-être qu'au lieu d'attendre que cela vienne d'en haut, peut-être faudra-t-il se poser la question de savoir ce que l'on peut faire à nos niveaux respectifs pour que les choses changent. Permettez-moi de reprendre une citation de l'un des présidents des États-Unis qui a marqué l'histoire largement. Ne vous posez pas la question de savoir ce que vous pouvez faire, ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais interrogez-vous sur ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. Remplacez les États-Unis par la France, en tout cas dans la construction de cette phrase,
et peut-être qu'on pourra discuter, échanger sur un début de solution. J'ai été heureux de parler avec vous. Je reprends la vidéo simplement pour vous faire un geste d'amitié. Voilà, et puis j'espère que nous allons nous retrouver bientôt. À très vite, j'espère.